parti. Il est en cours d'enregistrement. Il va démarrer. Voilà, c'est en cours. Bon, bah, c'est parfait. Je vais donc dire bonjour à tout le monde. Je crois qu'on a explosé mon flux Power Automate pour le tableau qui devait vivre. Je crois que 180 connexions d'un coup, ça a été la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va commencer tout doucement en attendant encore les dernières connexions. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer par notre traditionnelle présentation du Club Power BI. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent maintenant. Je ne sais pas pour qui c'est la première participation, parce que je cherchais mes mots, au club. Je suis curieux de savoir un petit peu dans le chat qui est nouveau, qui ne l'est pas. Et pour ceux qui nous connaissent, eh bien, je vais quand même nous représenter. Le club Power BI, c'est effectivement un club de passionnés et d'amateurs. Et moi, personnellement, je suis Guillaume Godefroy, dont j'anime le club Power BI de Lille. Mais là, aujourd'hui, nous sommes un petit peu interrégion pour le coup. Parce que nous avons aussi Françoise en ligne qui est sur Nantes et David aussi qui est dans la région nantaise. Donc, il est un petit peu multi-régional. C'est beaucoup plus simple online pour le coup. Et donc voilà, je suis MVP Data Platform et puis je suis aussi certifié Microsoft. Ça, c'était pour la présentation rapide, de savoir à qui vous avez affaire. Et François, je la laisserai se présenter juste après. Françoise qui est une expert comptable. Le Club Power BI, c'est quoi pour ceux qui le découvrent? C'est donc une communauté avant tout. Une communauté, nous avons un site dédié, bien évidemment, Club Power BI. .com, sur lequel vous allez retrouver nos 4 grandes thématiques, les meet-ups sur lesquels vous êtes inscrits aujourd'hui. Donc vous retrouverez l'ensemble de nos meet-ups si vous ne savez pas y accéder directement de par meet-up. Vous retrouverez notre chaîne YouTube sur lequel vous avez donc tous nos enregistrements et les contenus qu'on peut partager avec vous. Il y a forcément un forum aussi, j'insiste bien, francophone qui est très actif. Nous sommes plutôt très actifs dessus. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui le rendent aussi très actif. Et ça, je les remercie aussi. Qui est français. On répond en français, on pose des questions en français. Donc, c'est plutôt très agréable. Et bien évidemment, pour l'actu Twitter que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous embêter sur les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même important, mais ce n'est pas le but. Mais je vais quand même y passer quelques secondes. Et en même temps, je vérifie le chat, voir si tout se passe bien. Aujourd'hui, le club, c'est 3 ans d'existence. Voilà, vous avez vu, on est déjà plus de 2250 inscrits sur le groupe Meetup, donc c'est vraiment super. 60 Meetup à notre actif, multirégional, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Beaucoup de discussions sur ce fameux forum et voilà, le YouTube qui vit de plus en plus. Nous sommes très contents de vous accueillir sur toute cette plateforme. Et puis, c'est important aussi de présenter l'équipe, je crois. Vous avez entendu la voix suave de Tristan, qui est l'un des co-fondateurs du Club Power BI avec Jean-Pierre, sur Paris. Il y a la photo d'Isabelle parce que c'est aussi participe très activement au club via l'intermédiaire du GUS. Donc, ce sont nos amis parisiens, moi-même que maintenant vous connaissez plus ou moins, donc Guillaume sur l'île. Strasbourg, nous avons Philippe. Nous avons aussi Lyon, Marie et Thomas, ex-Marseille avec Franck et Joël, et Nantes avec Françoise, que vous entendrez d'ici peu, et Paul et Mohamed. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler la prochaine date du Club Power BI nantais avec Paul, notamment, sur augmenter l'intelligence de vos rapports, donc qui aura lieu le 27 avril à 18h. Je vous invite très activement, bien évidemment, à y participer. Connaissant Paul et son équipe, c'est quelque chose de très haute qualité. Nous devions vous faire une annonce pour juin. Malheureusement, vous l'aurez compris, avec ce qui se passe actuellement, bon, on a eu quelques petits retards. Rien de très grave. Il devrait voir le jour, donc le club Power BI sur Bordeaux. Et vous êtes aussi peut-être maintenant aficionados de notre rendez-vous annuel sur Paris, qui, vu le contexte actuel, n'est bien évidemment pas annulé, simplement transformé en une seule journée, online, totalement online et complètement gratuite, le 6 juin. Qui est notre Power Saturday. Il y aura la communication qui va arriver, bien évidemment. Je vous invite très activement à suivre cette actu. C'est une journée très riche et vraiment très sympathique. Ça, c'était notre présentation. Je ne sais pas si sur le chat, je vais regarder vite fait. Il reste-t-il des places pour le Power Saturday? Oui, bien évidemment, on n'a pas encore. Enfin, c'est online, donc il n'y a pas vraiment de place en soi. Et je vais laisser Tristan sur ce
sur ce sujet s'il souhaite y répondre. Et pour ma part, je vais peut-être vous représenter pardon, le programme de cette heure et quart, heure et demie, je ne sais pas, que nous allons passer ensemble. Première partie sur les nouveautés que j'aime traditionnellement présenter, qu'on fait aussi traditionnellement dans le club Power BI. Sur donc février-mars, je pensais, aujourd'hui nous sommes le 15, que nous aurions la nouvelle version de Power BI. Bon, nous ne l'avons pas eu, celle d'avril. Elle ne serait tardée, c'est peut-être une question d'heure ou de jours, je ne sais pas, mais elle ne devrait pas tarder. Donc je vais m'arrêter sur les nouveautés de février-mars, hein, qui sont officielles. Je vais commencer donc tout de suite par vous présenter ce dont on parle. Première nouveauté qui, pour moi, est peut-être extrêmement intéressante, c'est la nouveauté qui s'appelle l'Incremental Refresh, qui date de février 2020. On en a beaucoup parlé. Elle était uniquement disponible sur les versions premium. À quoi ça sert cette nouveauté? Alors cette nouveauté, elle sert à ça. Déjà, il va falloir expliquer un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Aujourd'hui, dans mon jeu de données, que j'ai passé sur OpenFactFood, j'ai voulu, vous savez, vous me connaissez un petit peu maintenant, thématiser mes rapports. Mes rapports Power BI, j'aime bien faire des choses et on sort de Pâques. Alors je me suis dit, le chocolat, allons analyser un petit peu ce qui se passe. Et donc dans cette base de données qui n'est pas extrêmement grande, hein, 1 200 000 lignes, c'est pas du tout grand pour Power BI, mais bon, il commence à avoir un petit peu de lignes. L'idée, c'est de se dire, ne pas tout rafraîchir dans un jeu de données, c'est le but de l'incremental refresh. Comment ça fonctionne? C'est plutôt très simple. Il va falloir utiliser ce qu'on appelle des mots réservés dans Power Query, donc sur range start et sur range end, qui va nous permettre, dans un jeu de données spécifique, de venir ici, par exemple, dans ce jeu qui est plutôt très grand en nombre de colonnes, je ne sais pas si vous les voyez défiler à l'écran, il y a un certain nombre de colonnes. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, je ne vais pas rafraîchir des produits qui ont été implantés dans ma base il y a 5 ans, 8 ans ou 10 ans, je vais aller simplement implanter les produits qui ont été soit créés, soit, je veux dire, mise à jour, d'accord, un update. Donc l'idée ici, c'est de venir filtrer mes colonnes, ici, d'accord, en prenant soin, ici dans mon filtre, bien évidemment, de prendre 2 précautions. La première précaution qu'on va prendre, c'est d'utiliser nos 2 paramètres qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, là, les 2 paramètres. Je vais donc les utiliser ici, dans ma requête, pour pouvoir filtrer. Ah, il y a un micro actuellement. Voilà. Alors, pour l'incremental refresh, oui, c'est de l'import, pour la question, effectivement. Ici, le range start, le range end, faire très attention aux doubles égalités. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur des tranches de date. Et donc, si on a potentiellement ici une double égalité pour le premier critère et le deuxième critère, on risquerait d'avoir plusieurs fois la même ligne, parce qu'elle pourrait être dans deux, on va dire, entre guillemets, dans 2 cases identiques. Première chose. Donc ça, c'est important, parce qu'on va pouvoir mettre donc, des jeux de données très volumineux et réduire considérablement le temps de réponse, et donc, bien évidemment, le temps de refresh. Ça, c'est très important. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le mode Power Query, et donc l'incremental refresh, on va faire appel à des données, de jeux de données qui sont un petit peu particuliers. Le back-end de votre source de données est forcément ce qu'on appelle du query folding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit prendre... Alors, la traduction française littérale de Microsoft, c'est le pliage de requêtes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est important, c'est que il va falloir que le système de données qui est en face gère cette chose. Comment ça fonctionne? Je vais vous donner un petit exemple. Comment optimiser ça au mieux? Parce qu'on ne peut pas faire ça sur des fichiers CSV, etc. nativement, ce n'est pas forcément possible. Comment ça fonctionne? Voilà un petit exemple. Je me suis connecté via SSMS, hein, Microsoft SQL Server Management Studio, à mon jeu de données Power BI. Et je vais vous donner un petit peu. Donc ça, c'est ma base de données ici que vous avez. Et ici, vous avez donc mon cube de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est la structure de la table qui doit être en amont. D'accord? Je vais prendre une base de données, OpenFactFood, qui est donc ma base de données. Et ici, dans votre base de données, vous avez des schémas de partition. Je ne vais pas rentrer trop dans la complexité, c'est juste pour vous faire voir un peu ce qui se passe. Et ici, dans votre stockage, on va pouvoir faire cette petite chose. Excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille.
Tac. Ici, on va pouvoir faire des petites choses intéressantes. C'est qu'on va aller voir un peu comment sont structurées mes tables de stockage. Voilà, ici, je vais le faire ici, et je vais la faire ici. Voilà ce que je voulais faire. Toc, dans mon stockage. Voilà. Tac. C'est pas sur le bon écran, je pense. Je pense que je ne l'ai pas mis sur le bon écran, excusez-moi. Voilà, je vais recommencer pour le bon écran. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'au lieu de se dire, eh bien, de tout stocker des lignes, ici, on va remarquer que mon jeu de données qui fait 1 200 000 lignes a été, entre guillemets, éclaté dans des bornes. Moi, j'ai pris le choix, dans mon exemple, de faire des bornes d'1 mois. D'accord? Et donc, ça a éclaté mes nombres de lignes. Donc, au lieu de lire un paquet de lignes à chaque fois, qu'est-ce que va faire Power Query? Eh bien, dans ce stockage, on va dire ça, dans cette table de partition, d'accord? Eh bien, lui, il va gagner vachement de temps parce que si on lui dit d'activer uniquement ou de mettre à jour uniquement les 3 derniers mois, il ne va pas aller lire tout le jeu de données, mais uniquement ce dont il a besoin. D'accord? Voilà un petit peu à quoi correspond l'incremental refresh. Donc, très grosse nouveauté. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. Et alors, je n'irai pas sur le sujet du XMLA, mais on en parle beaucoup actuellement. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que quand on lit maintenant la structuration de mes tables, parce que dans mon Power BI ici, j'ai bien défini à mon Power BI, dans mon jeu de données, que par exemple, l'actualisation incrémentielle, comment elle va fonctionner, une fois avoir fait mon Power Query, je vais lui dire, écoute, garde-moi quand même 10 ans d'historique dans ma base. En revanche, tu ne viens actualiser que les 5 derniers jours. Une fois qu'on a mis ça en place, quelque chose s'est passé dans Power BI. On ne le voit pas forcément à l'écran. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans Power BI? Eh bien, très simplement, si je viens lire un petit peu ici mes tables, par exemple celle-ci, celle qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, on va se rendre compte. Donc ça, c'est bien mon fichier XMLA, je ne sais pas si tout le monde connaît le XMLA, mais les métadatas, entre guillemets. Ici, on voit bien voir que cette table-là, cette table-là devient donc query folder, c'est-à-dire quoi qu'elle devient query folding, elle devient donc assujettie à l'incremental refresh, et donc, ça a bien été pris en compte. Donc ça, c'est très important. C'était une grande nouveauté, je crois, qui est pour moi peut-être la plus importante de ce qui vient de se passer. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat actuellement sur ça, mais pour moi, c'était quelque chose d'important à vous présenter. Deuxième nouveauté qui est peut-être un peu plus légère. Donc là, on est sur ma page. Alors là, on est beaucoup plus dans la partie vise. Ils nous ont mis à jour en mars, donc ça a une dernière mise à jour, pour les graphiques dits de courbes linéaires, de graphiques linéaires, les doubles axes. Alors, c'est quoi le double axe? C'est plutôt très simple. C'est que maintenant, on a la capacité de voir un axe X et un axe Y, tout simplement ici. D'accord? On a la capacité de lui dire avoir 2 axes et donc de faire cohabiter 2 courbes pour pouvoir les comparer avec des ruptures d'échelle potentielles, si on le souhaite. Ce qui est le cas ici. Mon nombre de produits créés, courbe jaune, avec une rupture d'échelle, avec le nombre d'updates. Voilà l'une des mises à jour aussi assez rapide, mais qui est plutôt agréable en termes de vise. Est-ce qu'il y a-t-il des questions sur le chat pour l'instant? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien? Je vois s'il reste des réponses ou pas. Parfait, nickel. Merci pour les réponses. Autre nouveauté, alors celle-là, elle est peut-être passée inaperçue, mais moi je l'aime beaucoup, elle date de février. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans votre raccourci clavier, maintenant, si vous faites Alt et votre touche Windows, on peut absolument tout piloter au clavier. Alors ça a de l'intérêt parfois, alors quand on n'a plus de pile dans la souris peut-être, mais aussi de pouvoir faire des choses avec le clavier de façon très interactive. Donc en faisant Alt Windows, vous avez donc des lettres qui apparaissent sur vos menus. Et tout simplement maintenant, si j'appuie sur la lettre V, comme indiqué ici j'ai donc ma lettre V, et bien tout simplement si je tape sur ma lettre V, je vais pouvoir alimenter mes menus. Et par exemple, si je voulais directement en lettre téléphone, j'appuie sur la lettre M sans avoir bougé ma souris. Je rentre donc dans mes menus, plutôt très intéressant. Voilà. Donc c'est une fonction, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Voilà, elle permet d'avoir une autre façon de naviguer. D'accord? Donc je vous rappelle, Alt et votre touche Windows, votre touche drapeau sur votre clavier.
Autre petite nouveauté, toujours dans les petits features comme ça de navigation plutôt très intéressante, on a des nouveaux boutons qui sont apparus en mars. D'accord? Alors, peut paraître un détail, mais je peux vous jurer à titre d'expérience chez mes clients que c'est loin d'être un détail. Le premier bouton qui a été mis en place, donc c'est la petite nouveauté, c'est la possibilité de naviguer entre des pages. D'accord? Quand je suis sur un bouton, maintenant, avant, quand on voulait naviguer entre des pages, souvent on jouait avec les signets. Pas toujours très simple, d'ailleurs, parce que quand on mettait un mise à jour, une data, etc., c'était parfois un peu complexe. Maintenant, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a ici un petit type qui s'appelle navigation entre les pages, et on va pouvoir lui dire, eh bien, dans quelle page je vais vouloir aller naviguer. Rappelez-vous, Power BI Desktop, pour simuler le clic, je vais appuyer sur la touche contrôle, hop, et donc ça nous amène directement de façon beaucoup plus simple à une page, d'accord? Et ça nous permet donc de naviguer dans un rapport sans faire des signets de partout. Moi j'aime beaucoup, et effectivement, Valérie nous dit les deux sont complémentaires. Oui, absolument pas. J'ai dit que, oui, bien sûr, j'ai pas dit que les signets n'étaient pas utiles, ils sont vraiment complémentaires, c'est une autre approche, plus simple pour naviguer entre les pages, et ce qui va nous faire des sommaires. Deuxième chose, c'est le G-Truth, donc les filtres d'extraction. Celle-là qui est encore en preview, qui n'est pas en General Availability. Donc celle-là, c'est quoi? Eh bien, je vais donc aller dans une autre page, la valeur nutritionnelle. Donc là, par exemple, mon jeu de données. D'ailleurs, merci à NutriFactFood de m'avoir permis d'utiliser ce jeu de données ouvert et d'utiliser dans tous les sens. Par exemple, ici, j'ai mis un bouton je souhaiterais ici faire un bouton d'extraction à chaque fois que je vais cliquer sur un Nutri-Score. Par exemple, ici, je n'ai sélectionné aucun Nutri-Score. Donc, tous mes valeurs de Nutri-Score, A, B, C, D, E, sont sélectionnées. Donc, mon bouton est inaccessible. D'ailleurs, il me dit, pour accéder en infobulle à cette liste, il faut sélectionner un Nutri-Score. Si je prends un Nutri-Score, par exemple, celui-ci arbitrairement, le B, mon bouton devient actif. Et me dit, OK, tu peux maintenant extraire pour le Nutri-Score B la liste des articles avec une infobulle. Il ne me reste plus qu'à cliquer dessus. J'arrive donc sur une page masquée pour le coup qui me donne la liste des articles en Nutri-Score. Ça m'a bien filtré uniquement pour ceux qui sont en B. D'accord? Comment ça fonctionne? C'est plutôt très simple. Comme d'habitude, ici, celui-ci est un filtre d'extraction. Vers quelle page je dois extraire? Vous n'oublierez pas, bien évidemment, de mettre autant de filtres ici dans votre filtre d'extraction qu'il y aura besoin de navigation, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ce bouton est totalement paramétrable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, le texte ici, comme d'habitude, ici avec les trois petits points que vous voyez ici en haut du texte du bouton, eh bien, vous allez pouvoir faire des filtres d'extraction sur les trois petits points. Vous allez aussi pouvoir piloter de façon extrêmement dynamique ici ce qu'on appelle les infobulles. Ça veut dire qu'ici, dans les infobulles que je cherche, ici dans mes actions, voilà, dans mes infobulles, soit moi je le mets à la main, ou alors nativement, ici, on l'enlève. C'est-à-dire que si je mets mon infobulle, il va générer automatiquement, lui, dans le système, une infobulle dynamique. On va dire non, ce n'est pas possible. On peut vraiment aller très loin. D'accord? Deuxième, donc pour une illustration, je pense que voilà, c'est une nouveauté plutôt intéressante. Pourquoi ils l'ont fait? En fait, je pense aussi qu'ils l'ont fait pour le mode tablette et le mode téléphone, tout simplement. D'accord? Troisième nouveauté, et vous la voyez ici dans mon exemple, c'est ce petit hiérarchie slicer. Cette hiérarchie slicer, c'est quoi? Eh bien, jusqu'à maintenant, nous ne pouvions pas faire des slicers. Alors, on peut le faire différemment, mais ce n'était pas natif dans les hiérarchies. Donc maintenant, ils ont inclus des hiérarchies. C'est plutôt bien en navigation. Et donc, je suis capable de dire, dans la famille beverage, je ne vais prendre que mes jus de fruits. Et donc, je vais pouvoir faire des hiérarchies, exclure, prendre toute une famille qu'une extraction, ou n'en prendre qu'une seule. Voilà, petite nouveauté intéressante aussi, qui a le mérite d'être soulignée. J'aime beaucoup. Par rapport à la question, dans l'infobulle, peut-on mettre une liste déroulante? Non. Voilà. Le slicer, effectivement, c'est un segment de filtre, comme le précise Tristan. Merci pour l'animation du chat, Tristan, c'est très précieux.
c'est ni plus ni moins qu'un filtre. Il existait des custom views qu'il faisait, mais maintenant c'est natif dans le custom view livré dans Power BI entre guillemets nativement. D'accord? Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, une petite nouveauté aussi sur les formules au niveau du DAX. Alors, elle est fine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'appelle donc First ou Last No Blank Value. Il va falloir que je vous explique un petit peu la différence entre la Last No Blank et la Last No Blank Value. Pas si simple. Je vais essayer de vous le faire très simplement. J'ai donc essayé ici de tester ça. Ici, je vais essayer de zoomer un petit peu sur mon écran. Voilà. Pour la vous faire en plus grand. Donc, j'ai fait 3 approches pour avoir le même résultat, d'accord, avec des variables. Donc, la première approche, Last No Blank Value et Max, qui répond aux mêmes besoins au final. In fine, ça revient à la même chose. En revanche, c'est pas tout à fait la même stratégie d'ailleurs. Première approche, Last No Blank Value n'est pas disponible avec le direct query. Alors je l'ai testé, ça marche, mais sur des gros volumes, ça coince. On pourrait avoir le même résultat entre Last No Blank Value et la fonction max. Or, la différence entre la First No Blank et la First No Blank Value est uniquement le fait que le critère qui s'appelle colonne est ajouté au contexte de filtre dans l'évaluation. Voilà, c'est très fin, et aussi en termes de performance sur des gros sujets, voilà, ça peut être aussi intéressant en termes de ressources. Effectivement, je vois sur le chat, là, alors la semaine dernière, il y a eu un chat sur Paris sur cette petite émoticône. Moi, je ne les mets pas sur les tables, je les mettais avant sur mes tables qui regroupaient mes tables de mesure. Donc, ces petites icônes, c'est extrêmement simple. Juste pour information, vous ouvrez un site d'émoticônes, vous le copiez, vous le collez devant le nom de la mesure et basta. Moi, je l'ai mis sur des dossiers. Je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, je l'ai mis aussi sur mes numéros de page. Ça permet d'avoir quelque chose un peu intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, c'était le petit point sur ma formule DAX. Elle est intéressante à utiliser. Dernière chose pour finir sur mes nouveautés, après je donnerai la parole à Françoise Lepavec. Ma dernière nouveauté que je voulais vous présenter, qui est plutôt intéressante, se situe dans Power Query. Alors, depuis quelque temps, nous avons cet outil de diagnostic dans Power Query. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent. Quand on a des jeux de données un peu sympas, un peu complexes, et qu'on veut comprendre comment ça fonctionne, eh bien, on va pouvoir utiliser cet outil. Je vais vous donner un exemple. Alors ici, l'idée n'est pas d'aller voir un peu ce qu'il y a dans les diagnostics, c'est vous de présenter l'outil. Qu'est-ce qui est nouveau en fait? C'est qu'avant, si on n'était pas forcément admin de son poste, on pouvait être bloqué. Maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord? Je vous donne un petit exemple. Quand je démarre un diagnostic, ici, eh bien, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans cette table-là jusqu'à cette dernière étape ici, par exemple. Comment va se dérouler, comment interprète Power Query mes données, mon traitement. J'arrête mon diagnostic. Et ici, il va me livrer 2 tables. Une détaillée, une synthétique. Il va vous livrer un paquet d'informations. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir quelle instruction il va utiliser. Ici, si je zoome un petit peu, quelle instruction il va utiliser ici dans Power Query et qu'est-ce qu'il va envoyer à mon modèle de données. Très intéressant. Ici, on va pouvoir, par exemple, travailler sur des index, on va pouvoir travailler sur des choses comme ça. Pourquoi il l'interprète de telle façon, qui est chronophage, qui prend le plus ici de puissance, entre guillemets, de temps à s'exécuter. J'aime beaucoup cet outil. Non, le diagnostic n'est pas en préversion, Maxime. Il est là depuis un bout de temps. Simplement, ils ont ajouté le fait qu'avant, si on n'était pas admin de son poste, on pouvait avoir parfois certains soucis. Alors, il n'est pas en préversion. En revanche, je vous invite tout de même à vérifier ici 2 choses. C'est que quand vous êtes dans les paramètres de rapport ici, je vais le trouver, excusez-moi, voilà, ici, il est où? Il est diagnostic. Dans les diagnostics, ici, en fait, c'est ça qui est nouveau. C'est cette petite chose ici. Voilà. Cette petite chose, alors c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je vais recommencer. Je voulais faire un rectangle. Et c'est ça qui est nouveau, c'est la façon de travailler ici. Donc, c'est pas en préversion, simplement qu'ils l'ont amélioré. Donc voilà, ça c'était un petit peu sur les nouveautés que je voulais vous présenter.
Je ne sais pas s'il y a des questions, des observations ou quoi que ce soit. N'hésitez pas s'il y en a. Je vois que Tristan et Jean-Pierre et d'autres sont très actifs sur les réponses. Moi, j'ai pas forcément le temps d'y répondre. Je vais donc, Françoise, te laisser la main. Et après cette intervention de Françoise, je reprendrai la main pour vous expliquer d'autres fonctionnalités plus dans l'esprit de de la navigation, du partage d'informations, de comment on va, entre guillemets, garder le lien avec Power BI de façon sécurisée, un petit peu sexy, un petit peu nouvelle. Voilà. Françoise, je ne sais pas si tu es là. Je suis là. Parfait. Je vais donc te laisser la main. Ok. Voilà, et je vais moi de mon côté participer, donc écouter activement ce que tu vas nous présenter. François, je me tais, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, rapidement, je vais aussi introduire notre partenaire. Alors, je vais peut-être partager mon écran déjà. Oui, ça serait super. Toc. Ok. Et donc, juste rappeler, donc moi, je suis expert comptable et j'utilise au quotidien Power BI dans mon travail. Donc, j'essaye régulièrement de partager quelques bonnes pratiques. Il y a de plus en plus d'experts comptables qui sont intéressés au sujet parce que nos fichiers sont particuliers, donc il faut interpréter à la fois les commandes d'axe et les données qu'on trouve qui sont particulières, mais qu'on traite tous de la même façon en tant que comptable. Donc, c'est bien d'en faire le partage. Donc, pour cela, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je vais me mettre en mode. Voilà. On a travaillé avec le Lab 50, hein, donc c'est un regroupement des commissaires aux comptes et experts comptables en francilien qui font une veille permanente sur ce qui se passe sur la donnée, en particulier la donnée comptable et la donnée qu'on utilise pour nos clients. Donc, le Lab 50, c'est plutôt renforcer la culture data dans nos professionnels, transformer les business models, parce que les experts comptables, on est de plus en plus amenés à travailler avec nos clients, à leur faire des tableaux de bord dynamiques. Alors, souvent, on n'est pas aussi complètement autonome que vous, donc on travaille en confraternité ou en interprofessionnalisation avec les data scientists, hein, mais il faut au moins qu'on ait le vocable pour le faire. Et le Lab 50 aussi renforce les connexions internationales, notamment avec les CPA canadiens et américains, qui, eux, sont beaucoup plus en avance que nous, experts comptables, sur le travail sur les données. Hein. On a quelqu'un qu'on connaît tous fort bien, qui est CPA au Canada et qui est très actif dans la communauté Power BI. Alors, régulièrement, je fais des formations sur Power BI auprès de mes confrères, mais aussi qui se forment plus généralement sur la data science et au moins sa culture sur ces sujets et les transformations au sein du cabinet. Donc en ligne aussi, on aura David Renaud, qui est commissaire aux comptes, qui va toujours nous entendre et qui, étant donné la période et le besoin de planification de trésorerie des sociétés, fera un petit rappel rapide sur ce que l'importance de la prévision de trésor pour les commissaires aux comptes. Alors moi aujourd'hui, comme tous, hein, je vais juste vous présenter quelques pistes dans Power BI pour faire vos prévisions de trésorerie. Je diffuserai plus tard un modèle, je suis encore en train de travailler dessus, hein, mais j'ai souvent des questions, j'en ai eu pas mal ces derniers temps, et je voulais donner 2-3 trucs pour faire vos prévisions de trésorerie dans Power BI. Alors, dites-moi si vous ne voyez pas. Donc, je vais vous présenter quelques petits trucs qui ont déjà été donnés au sein du Club Power BI, mais c'est juste un rappel sur les données comptables. Comment, dans un modèle, à partir de données fixes, on peut notamment faire de l'étalement. Françoise, on ne voit pas ton écran, Françoise? On ne voit pas mon écran. Alors, je vais juste changer. Oups. Ah, voilà, vous devez le voir maintenant. Vous pouvez me confirmer que vous le voyez? C'est parfait, Françoise, merci beaucoup. Donc, juste quelques petits trucs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on est comptable. Donc, une des premières choses qu'on va avoir à faire ces temps-ci,
c'est le réétalement de la dette. Donc, dans nos flux de trésorerie, une des choses qu'on n'avait pas spécialement l'habitude de faire et qui n'est pas non plus spécialement prévue dans certains logiciels de gestion de trésorerie, c'est de se dire, on a une dette. Alors là, j'aurais peut-être pu l'afficher. Je peux la remettre dans... OK. Donc là, je vais avoir une dette. J'aurais pu la mettre dans un autre tableau, ça aurait été plus clair. Hop. Je vais doubler mon tableau. Bon, excusez-moi, j'ai un problème d'ordinateur et de souris. Là, je suis chez moi, comme beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, j'ai une dette. Bon, je laisse les totaux pour aller plus vite. On a une dette que j'ai moi, je l'ai rentrée directement dans une table. On a une dette, par exemple, quand on va commencer notre plan de trésorerie, client, dette URSSAF, emprunt PGE, fournisseur. Habituellement, on l'étale assez régulièrement où on fait appel à une rotation suivant le règlement client-fournisseur ou suivant un emprunt de trésorerie. Là, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on sait que les chefs d'entreprise vont devoir faire des choix, ils arbitrent beaucoup et avec leurs clients-fournisseurs et auprès des banques. Donc, une chose intéressante, c'est de rendre le tableau de bord interactif pour que votre client lui-même puisse voir l'efficacité de l'étalement de la dette sur son tableau de bord. Alors, avec un petit checkbox, on peut se dire on l'étale sur 1 mois, sur 24 mois, sur 48 mois. Et ça va vous générer des flux de trésorerie qui sont dans une mesure. Et en additionnant cette mesure à vos autres flux de trésorerie, vous allez pouvoir les intégrer à votre flux de trésorerie global. Alors, comment on fait ça? Juste rapidement, je vous montre. Là, la formule, c'est quelque chose de simple qui a déjà été montré. Donc, en fonction de la checkbox, on utilise la formule DAX as one value. Et une autre chose qui est importante dans les fonctionnalités comptables qu'on utilise tous les jours dans Power BI, c'est de bien maîtriser cette fameuse fonction qui s'appelle DAT-ADD, qui est le fait de décaler par rapport à une date donnée. Donc aujourd'hui, si on considère que la date de ma dette est mai 2020, par rapport à mai 2020, sur combien de temps je vais être amené à décaler cette date et sur combien de temps je vais être amené à l'étaler. Donc là, c'est juste un diviseur parce que j'ai pris qu'une table avec un taux simple, mais on pourrait faire des taux plus complexes pour la faire varier dans le temps. Je vous montrerai tout à l'heure comment décaler ce flux. Là, je l'ai juste divisé par un certain nombre de mois. On peut aussi le décaler avec cette même façon pour décaler le début du remboursement et le rendre interactif. Alors, c'est peut-être ce que je vais vous montrer ensuite. Deuxième point, c'était de montrer comment on pouvait, de manière simple, décaler un flux de trésor dans le temps. Je vais commencer. Voilà. Donc, j'ai repris le même principe. Et là, vous allez voir que par rapport à une durée donnée, on peut utiliser. D'ailleurs, ça ne marche pas. Est-ce
que j'ai branché ma fonction? C'est juste que je ne l'ai pas branchée. Modifier. Donc là, on va la changer en même temps. Donc ici, j'ai refait la même fonction. Je vais vous l'ouvrir. J'ai pris excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Bon, j'ai fait ma présentation. Bon, je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer une autre méthode. Alors, pour les prévisions de trésorerie, on a tous la même problématique de se dire j'ai mon compte de résultat. Il faut qu'aujourd'hui, on est dans une problématique différente de d'habitude. D'habitude, on commençait par prévoir un compte de résultat tout à fait classique et on en déduisait les prévisions de trésorerie. Aujourd'hui, on est dans un paradoxe où c'est de se dire on ne sait pas sur quelle base on va repartir, mais il faut bien émettre une prévision de trésorerie pour les banques. Sur tous mes plans de trésorerie que je suis en train de travailler aujourd'hui et souvent avec le support Power BI, c'est de se dire je pars d'un compte de charge standard et souvent pour prendre ce compte de charge standard, on va partir du fichier FEC. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans mon modèle. Alors, si je vous reviens un petit peu en arrière et que je vous montre le modèle, je pars de mon fichier FEC. Donc, tout le monde connaît le fichier FEC. Et à partir de ce fichier FEC, je vais en déduire un mois standard. Alors, tout simplement, je l'ai fait en divisant par 12 et en réétalant dans mon modèle tous les mois. Donc, mon mois standard, il va aller de mai à octobre. Aujourd'hui, on nous demande de faire des prévisions à 6 mois. Et ce mois standard, il va falloir se décider, comme dans ce qui nous est demandé dans tous les fichiers de Trésor, de se dire quels sont les flux qui sont des encaissements et quels sont les flux qui sont des décaissements. Alors, tout ça, j'ai un fichier Excel qui tourne derrière. Et pour la visualisation, le plus simple, c'est de mettre les encaissements-décaissements, de se les mettre comme filtre. Alors moi, je les ai mis là comme filtre du rapport. On peut les mettre comme filtre dans la formule, mais ça permet visuellement, quand vous faites des prévisions de trésorerie, d'avoir à l'écran la différence et de pouvoir l'animer entre un compte de résultat standard et en dessous, tout de suite, d'avoir des flux de trésorerie qui vont montrer la différence entre le compte de résultat et ce qui va venir vraiment en décaissement-encaissement. Donc là, je suis restée en hors taxe, je n'ai pas appliqué les coefficients de TVA, mais qui sont bien sûr à faire. Donc mon décalage et mon filtre entre les encaissements et décaissements, simplement, on peut venir s'indiquer un petit niveau sur les regroupements de comptes. Alors là, bêtement, mon modèle, je travaille uniquement sur des regroupements simples, qui sont les regroupements de comptes 6 et 7, avec un petit flag qui va me dire si c'est de l'encaissement ou du décaissement, et alimenter mes flux de trésor. Alors, le troisième point que, bien sûr, il va falloir intégrer, c'est comment je décale mes flux de trésor. Et décaler ces flux de trésor, ce qui est intéressant avec l'outil Power BI, c'est pouvoir se dire, on le rend interactif. Alors, habituellement, les flux de trésor produits et charges, on va les décaler d'un mois. Ce que j'ai fait là dans la formule. Aujourd'hui, on est à se dire que certains flux de trésor, on va les décaler de plus d'un mois, voire de les réétaler beaucoup. Quand on parle des locations, c'est des postes qui vont être à réétaler. Donc, pour décaler un flux de trésor, c'était mon troisième point, c'est de se dire on peut le rendre interactif et on a aussi, et je reparle toujours de cette même fonctionnalité parce que c'est vraiment elle qui va nous servir, de se dire je prends un flux de trésor simple, qui là, je vais aller le mettre sur ma formule. Je l'ai décalé, vous voyez dans ma formule, j'ai utilisé la même fonctionnalité de date add et je l'ai décalé d'un mois. Alors pour ajouter un mois, il faut faire -1. Et cette fonctionnalité-là, on pourrait aussi se dire, on ne met pas ce mois en absolu, mais on le rend interactif
en mettant une formule qui va appeler à l'écran par une petite checkbox. Alors, je vais essayer de le faire sans filtre. Sans filtre, parce que là, j'ai dû me mettre une petite table qui m'indique un décalage. Voilà. Il me manque un morceau. Ça y est, je ne vois plus à l'écran. Alors, c'est toujours. Françoise, je pense que tu voulais faire Françoise, je voir me un petit permets peu la notion de d'intervenir. décalage, c'est ça l'idée? Oui, Ouais. alors j'ai dû oublier un morceau. Tu vois, je suis à l'écran. Ça n'est pas très grave, Le je pense has one value, en je fait, pense il qu'on retourne a sur tous compris les la 1 méthode. true false. Donc il faut que tu utilises la fonction, par exemple, selected value, si tu veux récupérer la valeur du décalage. Parce que le has one value, il va juste te retourner vrai Si ou c'est faux. filtré ou pas. Oui, oui. Bon, ok. Donc si tu vas dans la fonction que tu étais en train de taper, si tu mets selected value à la place de has one value, normalement ça devrait marcher. Ah oui, Exactement. ça doit marcher. Excuse-moi. Absolument. Hop. Selected, parfait. Hop. Voilà. Ouais. Et moi, je ne suis pas dans de bonnes conditions en plus. Ok. Donc là, on a créé le décalage. Donc, une fois que vous avez vos flux de trésorerie, le plus simple pour créer des flux de trésorerie et les faire de manière décalée et de pouvoir, parce que là, j'ai appliqué juste un décalage, mais dans ma formule, j'aurais pu aussi bien faire une autre checkbox, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, c'est de se dire, dans ma formule, je rajoute un paramètre qui va être le taux que je vais pouvoir appliquer. Tout simplement, je vais pouvoir aller sélectionner par un autre selected value le taux que je peux appliquer. Si par exemple, j'ai décidé, si je suis sur mon chiffre d'affaires, je vais faire une progression de 110% ou au contraire une baisse de 50%, je vais aller juste multiplier par quelque chose que je vais appeler et je peux aussi le rendre interactif à l'écran. Alors, l'idée de le mettre interactif à l'écran, c'est de se dire que je ne le fais pas tout seul, mais j'ai le chef d'entreprise qui est à côté de moi et qui va pouvoir, rien qu'avec le checkbox, pouvoir se dire quel va être l'impact sur ma trésorerie si je le décale d'un mois, de 2 mois, de 3 mois ou de 4 mois. OK ? Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les petits trucs pour cumuler votre trésorerie. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le temps. L'idée, c'est vraiment de se faire des flux de trésorerie dans des mesures spécifiques. Et la somme de toutes ces mesures, ça vous donne votre flux de trésorerie final. Et une fois que vous avez fini ça, votre prévision de trésorerie est rendue complètement interactif avec les petits checkbox. Bravo Françoise pour cette présentation encore une fois très complète et je pense qu'on a compris l'objectif aussi, je crois, de se dire qu'on peut manipuler la donnée un petit peu comme on le souhaite avec des formules bien écrites. Je pense que c'était un petit peu le message aussi. Veux-tu rajouter quelque chose, François? Aujourd'hui, il nous manque un outil pour faire les prévisions de trésorerie et les rendre interactifs. Et le message est quand même de se dire qu'avec Power BI, on peut vraiment faire ces prévisions de trésorerie
et les rendre suffisamment interactifs pour en donner un outil au chef d'entreprise. Absolument. C'est vraiment ça le message. Alors, je voulais laisser la parole. Sur le chat, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, justement, j'allais venir testant sur la question de Jonathan Chanal, qui est quelqu'un qu'on connaît un petit peu maintenant aussi sur le forum. La question est de savoir pourquoi. Alors, je vais la refaire rapidement. Il faut partir du compte de résultat. Je reprends la question. Pourquoi ne pas partir des comptes de bilan au lieu des comptes de résultat pour ne pas être hors taxe notamment? Parce qu'aujourd'hui, alors je me suis positionnée dans les plans de trésorerie qu'on doit faire aujourd'hui, là, pour dans les 15 jours. Le fait est que le gros levier, ça va être la croyance du chef d'entreprise et sa foi en les résultats qu'il va faire après la levée du déconfinement. Donc, moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je leur mets entre les mains un compte de résultats standard, donc sur un mois qui est un mois type. Alors, soit je le refais entièrement, mais la plupart du temps, j'utilise un 12e de la valeur de N-1, simplement pour qu'ils aient une question de repère et qu'ils puissent, à partir de ça, dire c'est du moins 170 plus 70. Petit complément qui se passe, je pense que Jonathan voulait aussi dire que dans la tête de beaucoup de monde, une trésorerie se calcule TTC, on décaisse un flux de trésorerie en TTC, effectivement, mais je comprends aussi ton approche. Jonathan, est-ce qu'on a répondu à la question? Il faut rajouter la TVA. Absolument. Mais clairement, aujourd'hui, on est vraiment sur le besoin de faire prendre conscience de ce qu'est un mois standard pour un chef d'entreprise et que ce soit lui qui ait les armes pour décaler sa trésorerie. Aujourd'hui, on lui demande de s'endetter, donc il a besoin de voir à partir d'un moment où il met un objectif de chiffre d'affaires, de savoir quelles sont les charges qu'il va devoir décaler et quelles sont la trésorerie qu'il va pouvoir rembourser en fonction du décalage qu'il induit. Et aujourd'hui, tous ces facteurs qui sont nouveaux se croisent. Et il y a un vrai intérêt à mettre un outil interactif pour que le chef d'entreprise lui-même puisse faire ses prévisions. Très bien. Bravo pour cette présentation. Je vais peut-être donner la parole 5 minutes à David Renou qui voulait nous parler un petit peu des impacts. Alors, c'est un peu en lien avec Power BI, mais pas tant que ça, mais qui voulait un peu nous dire pourquoi il était important aujourd'hui d'avoir une prévision de trésorerie juste. Oui, bonjour, David Renou, cabinet Sorex à Angers. Donc, dans le Maine-et-Loire, utilisateur de Power BI depuis 1 an, 18 mois, pour le traitement de données comptables, effectivement, comme l'évoquait Françoise, et comme bon nombre de confrères qui sont présents, j'ai vu dans la liste des gens que je reconnais, on utilise aujourd'hui Power BI au quotidien pour nos missions d'audit. Donc là, j'interviens aujourd'hui comme commissaire aux comptes. J'ai préparé quelques petites slides plutôt détaillées, mais je vais en faire une synthèse pour que ça soit audible pour toutes les oreilles. Donc aujourd'hui, le commissaire aux comptes, il est un petit peu en ébullition avec le contexte du Covid-19, parce qu'aujourd'hui, il a un grand principe qu'il doit, lui, respecter, c'est savoir si les comptes qu'il audite vont être présentés avec une certaine certitude de continuité d'exploitation. Donc, c'est notre NEP, notre norme d'exercice professionnel, qui nous donne beaucoup d'informations sur ce sujet, qui nous oblige à mettre en place des procédures d'audit pour s'assurer qu'on établit les comptes annuels avec une continuité d'exploitation. Donc aujourd'hui, il a l'obligation de présenter des comptes de manière régulière, avec sincérité et image fidèle. Mais c'est cette question, c'est dans le planning. On a aujourd'hui une intervention à faire pour nos assemblées générales qui vont se tenir au mois de juin prochain. Mais cette mission, c'est une mission perpétuelle et continue. En fait, le Covid-19 aurait pu intervenir en septembre, on aurait la même problématique à se poser. C'est-à-dire, est-ce que le bilan que j'audite, est-ce que la société va être encore vivante, sera encore opérationnelle dans 12 mois à la date de la clôture des comptes? Donc, c'est vraiment un point qui est important et qui nous nécessite d'avoir beaucoup de biscuits, comme j'aime dire, beaucoup d'éléments pour prouver et nous assurer que ce que le dirigeant nous indique
dans les différents échanges qu'on a, s'assurer qu'il est bien présent dans les 12 mois. Donc la slide suivante évoque un peu le mode opératoire que le commissaire aux comptes, qui a une mission légale dans le prolongement de la vie économique des sociétés. Il va s'assurer des tenants et des aboutissants, des conséquences sur les états financiers de tous les éléments qui sont vécus entre la date de clôture, donc au 31 décembre 2019, en l'occurrence, et la date d'émission de son rapport qui peut intervenir jusqu'au 15 juin prochain, comme je l'évoquais à l'instant. Donc aujourd'hui, tous ces événements qui se passent entre cette date-là ont ou pas un impact sur les comptes annuels, mais nécessitent un travail important de la part du commissaire aux comptes, justement, dans le contexte actuel, les facteurs, les indicateurs qu'on peut percevoir à cause de cette épidémie, c'est tout ce qui est déclin de chiffre d'affaires, baisse significative des résultats qui sont inhérentes à la maintenance, au maintien des charges de structure et justement aux difficultés de trésorerie qui sont inhérentes à tout ça, d'où la nécessité de travailler sur des outils fiables et connaître la data. Aujourd'hui, quand on intervient dans beaucoup de dossiers, on s'aperçoit que les dirigeants ont beaucoup de difficultés à mesurer tout ce que vient de présenter Françoise, c'est-à-dire comment est-ce que mes clients ont l'habitude de me payer, comment est-ce que je paye mes fournisseurs, à quelle régularité. Ça peut être assez paradoxal, mais des fois, on s'aperçoit que les dirigeants n'ont pas cette notion-là. Et surtout, quand on s'aperçoit qu'il y a une partie de notre activité qui s'arrête, quelles sont les conséquences sur la trésorerie. Sur la slide suivante, justement, je viens présenter, et ça sera un support intéressant pour mes confrères qui travaillent, consoeurs, qui sont présents et qui m'écoutent. Là, c'est la checklist à suivre pour ne pas oublier nos obligations légales. En tout cas, dans un contexte de Covid-19, on a tout à fait les obligations qui sont pour nous, qui sont maintenues et qui nécessitent même peut-être parfois de déclencher ce qu'on appelle dans le jargon la procédure d'alerte, qui apporte un caractère vexatoire, mais plutôt une phase d'approche et de réflexion envers les organes de gestion de la société qu'on audite avec nos propres services. Et surtout, ne pas oublier de documenter notre dossier. Donc, un bon outil Power BI, je pense que c'est assez simple à monter et à démontrer les difficultés ou pas de la société qu'on audite. Et puis, dans le dernier point, voilà, j'ai mis la batterie des éléments que le commissaire aux comptes peut éventuellement recommander dans ses échanges avec la direction lorsqu'il va être amené à forger son opinion. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le prévisionnel de trésorerie, donc quels sont les impacts des arrêts de travail et la mise en chômage partiel des différentes équipes, les relations commerciales, est-ce qu'elles sont partiellement maintenues ou pas, et puis après, il y a tout ce qui est aménagement des crédits dont vous avez entendu parler certainement. Une société aujourd'hui a la possibilité de repousser ses échéances ou ses locations de longue durée de 6 mois minimum et de pouvoir solliciter les services de l'État et notamment de la BPI pour donc garantir des prêts qui peuvent avoisiner jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, me semble-t-il. Donc voilà, en gros, le contexte qui, nous, en tant que professionnels du chiffre, nous amène à être aujourd'hui demandeurs d'outils comme Power BI pour avoir rapidement une photo sur une situation qui paraît complexe aujourd'hui. Donc voilà, en gros, quelques témoignages par rapport à l'utilisation de Power BI et l'exemple donné par Françoise à l'instant. Voilà. À ton avis, à combien ça vous arrive de trouver des documents Power BI quand vous faites du commissariat aux comptes et à quelle fréquence? Alors non, honnêtement, moi je le traite en interne Power BI, mais je ne rencontre pas encore au sein de mes clients. Par contre, j'échange beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie échanger et c'est vrai que j'ai des oreilles très attentives quand je montre un peu ce que nous on fait et l'application directe qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Mettre en place des tableaux de bord, c'est vraiment
c'est le quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, on est un petit peu dans les prémices, mais si on se projette à 18 mois, 24 mois, on aura, j'espère, une évolution et pour que justement le dirigeant puisse piloter son entreprise. Parce que c'est triste à dire, mais il y a quand même des boîtes, des TPE qui sont quand même, ou des PME plutôt, un peu intermédiaires. On parle de 50-100 salariés qui dirigent leur société avec leur niveau de trésorerie qu'ils ont en banque. Je veux dire que c'est l'indicateur qui est le plus souvent, hélas, retrouvé. Mais voilà, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. Voilà. Ok. Merci beaucoup, David, pour cette présentation encore une fois complète. Françoise, merci pour la présentation. Voulez-vous rajouter quelque chose d'autre? Non, ça va, merci. Parfait, merci beaucoup, David. Je mettrai en ligne sur LinkedIn un mode d'emploi pour faire un petit tableau de bord de trésorerie pour les comptes trésor qu'on a fait, qu'on a à faire là dans les 15 jours. Je mettrai. Ce que tu avais à faire, François, c'est peut-être de le mettre le lien, si tu veux, sur le chat. Et je vais finir, parce que l'heure tourne, et je vais finir le dernier point, si ça te va. Oui, vas-y, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ok, merci beaucoup, François et David, pour cette présentation complète et très intéressante. Et je reprends la main. Et je vous invite donc à fermer vos micros. Merci beaucoup. Super, Françoise. Je voulais donc effectivement reprendre un petit peu ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Si quelqu'un peut me le confirmer, ça serait super. Oui, parfait. Bien ton écran. Merci beaucoup. L'idée, voilà, donc maintenant, c'est qu'on a fait des beaux tableaux de bord, on a vu les nouveautés, etc. Maintenant, l'idée, c'est de savoir un petit peu ce qui existe comme outil, parce qu'on parle beaucoup de Power BI Desktop. On oublie parfois nos amis Power BI sur le web, service. On oublie le Power BI mobile pour le téléphone. On oublie l'application Power BI aussi. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter rapidement deux, trois trucs intéressants sur comment je peux partager l'information avec mes équipes, comment je peux la partager de façon sécurisée, parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on s'envoie des mails avec des choses pas du tout sécures, le chiffre de la veille, etc. Voilà. Power BI, il faut faire attention parce qu'il peut être pour ça assez pervers. Voilà ce que je vais vous présenter donc. Je vais remonter légèrement ma caméra, parce que vous avez remarqué que j'ai changé de bureau entre-temps, voilà, pour la petite blagounette. Comment ça fonctionne? Première étape, vous connaissez, j'imagine, tous et toutes, la partie Power BI donc mobile. J'entends beaucoup de choses sur la partie BI mobile. Oui, c'est pas très sympa, c'est pas facile à utiliser ou je ne sais quoi d'autre. Donc on va essayer, nous, de l'utiliser à bon escient. Et je vais essayer de vous projeter mon téléphone sur vos écrans. Petite nouveauté intéressante. Voilà mon téléphone. L'idée étant d'utiliser aussi les moyens de communication qui sont à notre disposition. Alors, j'ai volontairement, j'aime bien thématiser mes présentations et on sort de Pâques. Nos estomacs s'en souviennent encore, pour certains d'entre nous. Et donc, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais donc vous présenter l'application. C'est exactement ce que vous avez en fait ici donc sur le web, donc ce modèle-là. On retrouve l'application bien évidemment sur le téléphone. Donc je vais faire en sorte de vous la présenter. Et pourquoi je vous la présente? Parce qu'il y a eu des nouveautés aussi sur Power BI mobile. Première chose, donc on va rentrer sur l'un des rapports. Voilà. Première nouveauté qui existe sur Power BI mobile. Alors je vais y aller tout de suite. On va aller directement à l'essentiel. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est que vous savez que maintenant, ils ont optimisé avec ce qu'on appelle le One Touch. Alors, c'est quoi le One Touch? Avant, quand on voulait interagir avec un rapport Power BI, c'était pas nécessairement extrêmement aisé. Je vais faire une petite démonstration. Je vais en prendre, par exemple, la valeur nutritionnelle de mon OpenFactFood. Si on voulait jouer avec les camemberts avant, ça fallait cliquer 2 fois, c'était pas précis. Maintenant, le One Touch, le One Tap, permet d'avoir une interaction directe avec ça. Et ça se gère aussi. Ça veut dire que dans vos paramètres, si vous êtes un petit peu curieux, eh bien, dans vos paramètres de Power BI mobile, vous vous rendrez compte en bas, ici, qu'il y a donc maintenant deux nouveautés intéressantes, 3 nouveautés, qui est donc ce qu'on appelle l'appui simple. Donc ça permet d'interagir directement avec un filtre, un bouton, un visuel. Si on le désactive, il faudra cliquer 2 fois pour le faire. Le pied de page ancré, ça c'était bien parce que souvent on était embêté quand on Power BI avant, dans les versions d'avant, quand on naviguait sur son téléphone, souvent les options de page, etc., disparaissaient. Alors, ça correspond à quoi concrètement? Je vais vous le faire voir tout de suite. Si je retourne dans mon rapport ici, eh bien,
Je vais ici en pied de page, je vais donc avoir retrouvé, je vais prendre celui-ci pour le test juste après. Et en fait, ici, quand vous mettez en plein écran, votre pied de page disparaît. En revanche, quand vous sortez du plein écran, il reste figé. C'est-à-dire que j'ai mes petites options ici, de pouvoir filtrer, de pouvoir naviguer, de pouvoir discuter avec mes collaborateurs depuis le mobile. Pendant que j'y suis, quand on fait des rapports Power BI, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser de façon un petit peu marrante. Alors, je vais vous faire voir un petit exemple. J'ai envie de m'amuser avec des QR codes et des gen codes, vous savez, des codes AN13. Donc, vous savez tous et toutes que dans l'application, on a ce petit... voilà, vous voyez ma tablette de chocolat que je vous ai ramenée de Pâques. Et moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est de comprendre comment est noté, excusez-moi, comment est noté, par exemple, ici, ce produit. Donc, je vais simplement aligner mon téléphone et hop, en temps réel, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans, j'ai bien retrouvé ma plaquette de chocolat et sur mon téléphone portable, je peux maintenant, rien qu'avec un GenCode, eh bien, alimenter mes rapports Power BI. Je trouve qu'en utilisation, ça devient assez intéressant. Je vais, voilà, c'était un petit truc à bête, mais ça marche plutôt très bien. Voilà, un petit autre exemple rapide pour vous faire voir que c'était pas enregistré. Je prends une autre plaquette, boum, ça indique en direct et donc je suis capable d'utiliser ça de façon très interactive et plutôt très sympathique. Voilà. Ça, c'était le petit truc sympa du moment et c'est ce que je vais vous faire voir. Autre chose aussi qui est intervenue dans Power BI, c'est peut-être bête, mais je ne sais pas si vous l'avez tous testé, c'est ce nouveau ruban qui est intégré à Teams. Ça veut dire qu'ici, maintenant, je suis capable d'intégrer dans Teams, et je vais me dire, mais qu'est-ce qui est nouveau dans le ruban Teams? C'est tout ça, en fait. Ça veut dire qu'ici, maintenant, je suis capable d'aller chercher soit une application, soit un espace de travail. Donc, je vais prendre, par exemple, mon rapport avec la petite pomme. Je vais donc l'épingler. Je ne sais pas s'il va vouloir le faire 2 fois, mais si, ça va très bien. D'ailleurs, vous retrouvez ici mes petites émoticônes qu'on a mis dans les rapports. Ça, c'est pareil, juste pour la petite astuce, rien de très compliqué. Je vais vous faire voir ça rapidement. Quand vous êtes sur le web ici, moi, j'ai tout simplement, je vais reprendre mon interface web. Ça, c'est mon Power BI. Excusez-moi, c'est pas celui-ci que je voulais. Il est ici. Tout simplement, ici, eh bien, j'ai fait la même démarche que pour mettre ça devant une mesure ou devant une table. Tout simplement, j'ai renommé ici mes rapports, mes tableaux de bord avec des petites émoticônes. C'est marrant parce qu'après, ça se reduplique partout. Et donc, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'ici, maintenant, dans un outil Teams qui est le centralisateur, hein, vous le savez bien, eh bien, on va pouvoir maintenant, tout de suite, de Teams, parler de mon rapport directement. Donc, je peux ouvrir ce petit onglet de conversation. C'est pas réellement c'est une conversation Teams au proprement parler parce qu'elle est dans Teams, mais elle concerne uniquement et que ce rapport. Et donc, on va pouvoir interagir avec nos équipes. On va retrouver nos icônes traditionnelles de plein écran. On va aussi retrouver le bouton qui va me permettre de ramener sur le web. Pourquoi ramener sur le web? C'est une très bonne transition pour ce que je vais vous raconter juste après. Pourquoi? Parce que on est censé pouvoir partager ça en toute sécurité. Et souvent, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on se dit, bah, tiens, bouge pas, je t'envoie une copie de mon truc par mail, etc. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on a potentiellement du risque. Eh bien, on va prendre un exemple ici dans un rapport. Je vais prendre celui-ci. Et peut-être qu'on a envie d'envoyer ça à votre nutritionniste ou à votre médecin, à votre famille, à je ne sais pas qui, un rapport ici, une copie de ça en PDF. C'est un exemple. Petite option intéressante, si on est un petit peu curieux, eh bien, on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, je vais rentrer directement sur le workspace. 3 trucs qui sont intéressants pour moi. Une préversion. Pour l'instant, c'est une préversion. Je ne sais pas si vous remarquez ici, mais j'ai un niveau de sensibilité qui est apparu. Alors, la sensibilité, c'est quoi? C'est que pour ceux qui connaissent l'Azure Information Protection, on va pouvoir maintenant utiliser ça dans Power BI. À quoi ça sert? Je vais vous donner un exemple et je vous ferai voir comment on l'active après. Quand je retourne dans mon rapport, vous savez tous le faire. L'exporter, par exemple, en PDF. Je vais exporter ça en PDF, admettons. Je vais l'exporter en PDF, ça va prendre quelques instants, ça va me générer un PDF, et vu que j'ai soumis à des contraintes de sécurité de données, il devrait s'afficher quelque chose. On va juste vérifier tout de suite. Nous sommes encore 140, c'est vraiment super, même si on a un tout petit peu débordé, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas, j'entends juste que mon PDF se génère.
Ça va prendre longtemps, ça devrait prendre quelques secondes. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire voir, on va le faire comme tout de suite. Pour activer cette fonction ici, dans la roue crantée que tout le monde connaît, dans le portail d'administration, eh bien, dans les paramètres du client, vous avez ici ce qu'on appelle les informations de protection. Pour ce faire, il faut avoir bien évidemment au minima une licence Microsoft Information Protection. Ça va permettre de se contraindre les exports et ou les impressions à des droits de sécurité spécifiques en fonction de l'utilisateur. Est-ce qu'il est dans mon tenant pendant mon dans mon domaine pendant mon domaine, etc., etc. Non, la fonction Yacine n'est pas disponible dans le Power BI Desktop, c'est uniquement online. D'accord? Mon PDF est donc ici, c'est bien généré, vous le retrouvez en bas de mon écran. D'accord? Je vais donc essayer de l'ouvrir et me dire, aïe 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 Guillaume, ce document PDF est soumis. Alors, je vais répondre tout de suite à la question. Ça dépend le niveau de licence, mais c'est quelques euros. C'est vraiment anecdotique. Il me dit, non, non, ça c'est soumis. Tu ne vas pas pouvoir me l'ouvrir comme ça. D'accord? Alors, on va faire autrement. On va avoir un petit peu ici ce qui se passe. On va l'afficher dans mon dossier. Je vais donc essayer de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai cliqué dessus. Je peux vous faire voir ma fenêtre Windows. Et ici, dans votre écran, il vous dit, ben, là, je vais... alors, malheureusement, il y a une fenêtre que vous devriez voir apparaître. Il me dit, pour l'instant, ça, tu ne peux pas, il va me demander une adresse mail pour me connecter. Alors, je ne peux pas vous la faire voir parce qu'elle est sur l'autre écran et c'est bloqué, mais je vais quand même m'y connecter. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc ici, il est en train de consulter le tenant, voir quel droit j'ai ou pas pour ouvrir ce genre de document. On va attendre un petit peu. En théorie, tout devrait bien se passer, même si on est en mode démo, ça devrait bien le faire. On va attendre quelques secondes. Ou pas. Voilà, voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais attendre. Sinon, je vais refaire la manipulation. Je pense que je vais la refaire. Voilà, je vais la refaire. Donc, il n'a pas réussi à se le faire. On va se le refaire, c'est pas gênant. Je vais le rouvrir. Voilà, je vais réessayer. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas gênant. On va le faire différemment. Tout ça pour vous dire qu'au final, vous pouvez maintenant sécuriser ça et contraindre la sécurité. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on va attendre un petit peu. Je pense qu'il n'arrive pas à se connecter à mon serveur. Ce n'est pas très grave en soi. Donc ça a bien protégé ici mon fichier PDF. D'accord? Et donc, on va pouvoir manipuler tout ça. Petit paramétrage à faire, rien de très compliqué, je vous l'assure. Comment ça fonctionne? Globalement, ici, dans l'Azure Information Protection, je vais donc définir des catégories d'étiquettes de confidentialité, du niveau le plus faible au niveau le plus fort. À l'intérieur de ça, je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant, mais c'est de se dire, j'ai le droit d'imprimer, j'ai pas le droit d'exporter. S'il y a un mot-clé qui contient ça, alors attention, c'est contraint, etc. On va pouvoir donc sécuriser ça. Partage ne veut pas dire open bar. Ça, pour moi, c'est important. En termes aussi de partage d'informations, petite nouveauté qui est apparue, et elle n'est pas passée inaperçue, c'est là, en tout cas moi je l'utilise de plus en plus. Quand vous êtes sur votre accueil, je ne sais pas si vous avez attention, mais maintenant on peut proposer du contenu. Ça veut dire que ici, par exemple, sur ce pavé-là, vous avez vu, je peux proposer du contenu. Comment je fais? C'est extrêmement simple. Eh bien, comme d'habitude, dans ici le rapport, par exemple, on a ici un certain nombre de paramètres. N'oubliez pas qu'on peut mettre des instantanés, c'est-à-dire une image qui va parler à tout le monde. D'accord? Il va falloir aussi, on pourra proposer ça sur l'écran d'accueil. C'est-à-dire qu'avec l'option qui est ici, on va pouvoir l'épingler entre guillemets à votre écran d'accueil, avec l'image en première image d'affichage. D'accord? Beaucoup d'options derrière, dont mes étiquettes de sensibilité que vous retrouvez ici par rapport. D'accord? Je vais aller un tout petit peu plus vite maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas sur le chat. A priori, ça se passe plutôt pas mal. Et donc, maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'ils ont ajouté une petite nouveauté intéressante. Alors, je ne vais pas passer par là, mais je passais volontairement par cet affichage. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, maintenant, ils ont mis en haut ici une barre de recherche qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de rechercher dans notre Power BI Service un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, si je cherche tout ce qui est relatif à le mot food, il va me faire ici, je vais recommencer, pardon, il va me faire ici une liste d'éléments qui me trouve. Il dit, tiens, ça contient le mot Open Fact Food, des rapports, des jeux de données, etc.
À terme, c'est marqué dans la roadmap, eh bien, à terme, ils vont aussi nous proposer les résultats du Q&A. Ça veut dire que quand on va poser une question dans cette barre de recherche, Power BI, à terme, rapidement, va pouvoir nous proposer des résultats du Q&A. Je trouve ça juste extrêmement intéressant. Enfin, une petite nouveauté aussi pour garder le lien et pouvoir partager l'information assez sympathiquement, c'est de pouvoir manipuler aussi la passerelle et de la sécuriser, cette passerelle. Parce qu'on se dit, ah oui, je suis à la maison, donc j'ai un truc sur mon PC, je voudrais faire un petit rapport BI rapidement, mais comment je vais mettre ma passerelle, etc. Ce qui fait qu'à terme, on peut se retrouver très rapidement avec moult passerelles si on a ouvert les robinets. D'accord? Eh bien, nouveauté. Dans ce nouveau Power Platform Admin, on va maintenant, en version préliminaire, pouvoir gérer nos passerelles. C'est-à-dire que si je prends une passerelle un petit peu au hasard, première chose, est-ce qu'elle est active? Oui ou non? Sa version, son état, je peux donc la rafraîchir. Je regarde, boum, il me ramène sa version, tout se passe bien, elle est active. Je vais pouvoir aussi avoir des paramètres. Est-ce que je peux autoriser ou pas? Qui peut faire quoi? Et surtout, gérer les utilisateurs. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser et la partager? Est-ce que je suis administrateur ou pas? Donc gérer les droits aussi de mes passerelles. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et je voudrais finir, entre guillemets, là-dessus, un petit peu, pas en beauté, mais presque, sur quelque chose qui va arriver rapidement, donc qui va sortir, a priori, la roadmap de Microsoft au mois d'avril. Et qui pour moi va être, je pense, un petit peu révolutionnaire dans la façon de travailler, dans la roadbook. Ici, on va pouvoir regarder quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, ils ont implanté une nouveauté dans Power BI Desktop en avril, où l'utilisateur final va pouvoir interagir maintenant avec un rapport qui a été publié sur le web, en modifiant lui-même en fonction de ses besoins les visuels qui ont été en préalable mis en place. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire ça. Donc, je vous ai fait une capture d'image qui est peut-être pas très très bonne, mais globalement, à terme, rapidement, il va y avoir un nouveau menu qui va apparaître où l'utilisateur, s'il ne veut plus une courbe, mais il veut autre chose, il veut un pie chart, il veut un graphique en bâton, il va pouvoir lui-même, dans le rapport, sans le modifier, être autonome dans la manipulation de ses visuels. Donc on a de la sécurité, on a du partage, on a pas mal de choses. Voilà un petit peu ce qui se profile sur Power BI et puis au terme de partage et de sécurité. Je trouve que c'est riche. On ne parle pas assez de Power BI mobile, on ne parle pas assez de Power BI service, alors que c'est quand même assez essentiel. Voilà un peu ce qu'on pouvait raconter sur tout ça. Je pense qu'on va terminer là, il est 14h15, on est pile poil dedans. Ce que je vous propose, c'est, on aime beaucoup avoir des retours de votre part sur le format, la qualité du meet-up qui a eu lieu. N'hésitez surtout pas à nous envoyer dans le chat vos commentaires, vos félicitations ou pas, vos remarques, vos commentaires, et qu'elles soient désagréables ou agréables. Pour nous, très important. N'oubliez pas le prochain meet-up sur Nantes, le 27 avril, avec Paul. Et nous, on se reverra bientôt sur un prochain meet-up. Y a-t-il des questions sur ça? S'il y a des questions, je me ferai le plaisir d'y répondre en conversation et non pas à voix haute. Et auquel cas, écoutez, je vous souhaite de vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et on se dit à bientôt. Merci en tout cas à tous. On a été 180, on était très nombreux. Merci d'avoir participé. À bientôt. Merci. Jean-Pierre, tu es à la plage aussi, ça y est, tu as mis ton fond de plage. J'ai hésité, moi, Ouais, j'ai mis un ouais. fond de bureau. Par contre, j'ai quand même mis mon t-shirt du Club Power BI. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité. Tu vas bien? Et toi? Parfait. T'as Je vois coupé que beaucoup de l'enregistrement, monde, on a été 180 quasiment jusqu'à la fin. Je suis très content. Je t'invite à Et couper les gens nous l'enregistrement, félicitent, donc c'est très agréable. Je t'invite à couper l'enregistrement, Guillaume. Ça marche. Si tu souhaites qu'on discute.